Pas qu'attendre. Père, frère, fils, amis, collègues ou époux, les hommes tissent eux aussi la trame de nos vies. En ce mois de juin qui met à l'honneur les hommes, et oui, les hommes eux aussi ont leur mois, non pas pour la défense de leurs droits, car historiquement il semble qu'ils auraient pris un peu d'avance, mais plutôt avec la célébration de la fête des pères et de la santé masculine, qu'il me semblait propice de leur offrir un épisode. Et oui, messieurs, cet épisode vous est dédicacé. Quand on parle des hommes aujourd'hui dans les médias, sur les réseaux ou autour d'un petit punch entre amis, on patauge en pleine contradiction et le débat devient vite houleux. D'un côté, on entend que l'homme est en crise d'identité, en crise de masculinité, et des communautés entières se construisent en ligne autour de la frustration masculine. On a tous entendu parler des incels, involuntary celibate ou abstinents involontaires, qui ont récemment fait les unes médiatiques suite à des attaques apparemment perpétuées à cause de leur difficulté à trouver des partenaires. On est aussi tous tombés sur du contenu de la trend du look maxing ou des gourous de la virilité qui endoctrinent aujourd'hui toute une génération avec des conseils douteux, des formations ou des bootcamps pour apprendre ou réapprendre à être un vrai homme. Et en face de tout cela, les mouvements féministes qui ripostent à la fameuse manosphère en questionnant des privilèges considérés comme injustes. Et entre les deux, une tension grandissante qui polarise la société et dans laquelle chacun est finalement sommé de choisir son camp. Les clichés sur le cerveau masculin, on les connaît tous, par cœur. Le cerveau de l'homme serait plus logique, câblé pour la rationalité, la compétition et l'action. Les hommes seraient moins émotifs, voire pas du tout émotifs. Ils seraient plus simples, directs, faciles à comprendre parce qu'ils utiliseraient davantage leur cerveau droit. Et si un homme est impulsif, voire agressif ou prend des risques, ce ne serait pas vraiment de sa faute. Ce serait à cause de la testostérone. Mais est-ce vraiment aussi simple? Est-ce que le cerveau masculin est vraiment cette machine rationnelle, linéaire, blindée qu'on nous décrit? Ou bien, est-ce qu'on n'aurait pas un peu confondu ce qu'on demande aux hommes d'être avec ce que leur cerveau est réellement? Bienvenue dans Eureka, le podcast qui fait vibrer vos neurones et éveille vos synapses. Je suis Dr Eka, neuropsychologue et désormais votre dealeuse de dopamine, prête à booster votre curiosité. Comme à chaque épisode, je vous emmène dans la magie de votre organe du savoir pour répondre aux interrogations que vous aviez ou pas et vous faire penser Eureka, ou plutôt Neureka. Le cerveau masculin a longtemps été considéré comme le cerveau humain par défaut. Pendant la majorité du XXe siècle, le sujet d'études standard en pharmacologie, en médecine, en psycho, c'était un homme, souvent jeune, occidental et étudiant, avec validation de crédit à la clé. Il a fallu attendre 1993, oui, 1993, pour que le National Institute of Health des États-Unis impose légalement l'inclusion des femmes dans les essais cliniques pour assurer des résultats plus fiables et plus objectifs. Mais en neurosciences fondamentales, la prise de conscience a été encore plus tardive. C'est vraiment dans les années 2010, avec des chercheuses comme Gina Rippon, Daphne Joel ou Lisa Galea, que la communauté scientifique a commencé à se dire « Mais attendez, on a construit toute notre compréhension du cerveau sur seulement la moitié de l'humanité, ça ne va pas !» Alors oui, on savait des choses. On savait que le cerveau des hommes est en moyenne un peu plus volumineux, car proportionnel au poids, qu'il présente une connectivité différente, mais pas de supériorité cognitive, mais sans vraiment savoir ce qui produit cette différence. Le cerveau masculin était le cerveau le plus étudié de l'histoire, mais paradoxalement le moins exploré pour ce qu'il a de spécifiquement masculin. A l'inverse, le cerveau féminin, lui, a été scruté comme une variation du modèle masculin par défaut. Je vous en parlais justement dans l'épisode 7 de Neureka, Mon cerveau de femme. Mais ce que la biologie hormonale des hommes fait concrètement à leurs circuits neuronaux, ça, on s'y intéressait assez peu. Mais heureusement aujourd'hui, on en sait beaucoup plus. Bon, quand on parle d'hormones masculines, un mot arrive vite dans la conversation, la testostérone. La testostérone est une hormone stéroïdienne, donc produite à partir du cholestérol, oui, le même cholestérol qu'on surveille sur les bilans sanguins, et est principalement produite dans les gonades. Alors, petite révision de SVT, les gonades sont les testicules chez l'homme et les ovaires chez la femme. Mais la testostérone est aussi produite par les glandes surrénales chez les deux sexes. Et oui, les femmes aussi produisent de la testostérone, en moindre quantité certes, mais la testostérone est bien présente chez tout le monde et elle joue donc un rôle chez les hommes comme les femmes, tant pour la densité osseuse que la masse musculaire, que la libido ou l'énergie, et bien sûr sur le fonctionnement cérébral. La différence, c'est la dose. Les hommes en produisent 10 à 20 fois plus, et surtout la fenêtre d'exposition. Un premier bain in utero qui influence la différenciation sexuelle, un deuxième pic de testostérone à la puberté qui remodèle les circuits neuronaux, avant d'atteindre un niveau stable à l'âge adulte avant un déclin progressif. Mais que fait concrètement cette testostérone dans le cerveau? Dans le cerveau, la testostérone module l'activité de 3 zones clés qui influencent profondément le comportement. Tout d'abord, l'amygdale, notre système d'alerte. La testostérone abaisse son seuil de réactivité face aux signaux sociaux liés à la menace, ce qui crée une sorte de vigilance sociale constante qui permet de percevoir les signaux de confrontation, les rapports de force et les enjeux de statut par dominance en priorité.
Cela ne veut pas dire que les hommes sont faits pour dominer, mais plutôt que leur amygdale détecte ces signaux menaçants plus vite et aussi plus fort, menant à des réactions vives, voire abruptes, face aux dangers perçus. De notre côté, la testostérone augmente la sensibilité du striatum ventral, cœur du circuit de la récompense, ce qui fait que le cerveau ressent plus facilement l'appel de la récompense et répond plus intensément à la nouveauté, au défi et à la gratification immédiate, ce qui peut prédisposer à une prise de risque. D'autant plus que le cortex préfrontal qui planifie, temporise, régule, qui dit stop avant d'agir, opère généralement un traitement plus séquentiel chez les hommes, lié à sa connectivité plus marquée au sein de chaque hémisphère, ce qui permet certes de percevoir, évaluer, agir de façon rapide, mais laisse aussi parfois moins de place au temps de pause entre la décision et l'action, ce qui peut mener à une certaine impulsivité. Mais attention à l'amalgame. La testostérone ne prédit à elle seule ni l'agressivité, ni la prise de risque, ni les comportements impulsifs. Ce qui prédit ces comportements, c'est le ratio avec le niveau de cortisol. Selon les travaux de Meta et Joseph à l'Université du Texas en 2010, quand le cortisol est bas, donc le système d'alerte en veille, mais que la testostérone est élevée, poussant le cerveau vers le défi et la récompense, on se retrouve face à un cocktail qui favorise l'impulsivité et la réactivité non régulée ainsi que la prise de risque. A contrario, si la testostérone est élevée, mais que le cortisol est élevé également, on va permettre de rester plus engagé face au défi, oui, mais de manière plus mesurée, car le cortisol va jouer un rôle de frein. Mais bien sûr, comme pour la femme, la biologie n'explique pas tout. Il y a ce que la testostérone fait aux circuits neuronaux, et il y a ce que la société apprend aux hommes à faire avec ces circuits. S'il y a bien une idée qui colle à la peau des hommes depuis toujours, c'est qu'ils seraient moins émotifs, moins sensibles, plus forts, mais les études sur les nourrissons de quelques jours montrent exactement l'inverse. Les petits garçons seraient tout autant, voire même plus réactifs que les filles aux stimuli de détresse dans les premières semaines de vie. Ce qui semble changer cette tendance avec les années, c'est la socialisation. Celle qu'on a tous reçue en grandissant par l'éducation et la culture, le faut qu'on aide, le sois un homme, et tous les clichés masculins dépeints dans les médias, les films, la musique, etc. Toutes ces injonctions sociétales, même implicites, influencent finalement la capacité à identifier ses émotions, à les nommer ou à les exprimer. Une compétence émotionnelle systématiquement découragée qui finit, faute d'usage, par s'atrophier et donc se perdre sous le mécanisme de la neuroplasticité. C'est ce que le psychologue Ronald Levin appelle l'alexithymie normative masculine pour décrire cette difficulté à identifier et à exprimer ses émotions, qui n'est pas un trait de personnalité inné, mais plutôt un apprentissage. En fait, on apprend à ne pas ressentir, ou plutôt à faire comme si on ne ressentait pas. Pourtant, on sait que ressentir une émotion mais l'empêcher de s'exprimer ne fait pas disparaître l'émotion. Au contraire, les travaux de James Gross à Stanford montrent que l'amygdale reste activée parfois davantage que si on avait laissé l'émotion s'exprimer. Le cortisol basal augmente, le système reste en état d'alerte. L'émotion est là, mais piégée à l'intérieur, et quand ça dure des années, l'impact peut être très coûteux. Une étude publiée dans le journal de Abnormal Psychology en 2011, portant sur plus de 43 000 adultes, a montré que les hommes sont plus susceptibles d'externaliser leurs émotions, tandis que les femmes tentent à les internaliser, ce qui se manifeste chez eux par des comportements plus agressifs, impulsifs ou dangereux, parce que non, l'expression des émotions ne se passe pas seulement par des larmes. L'irritabilité, l'explosion colérique, etc. sont aussi des manifestations émotionnelles. Et ce serait d'ailleurs pour cela que les troubles tels que l'addiction, les conduites à risque sont statistiquement plus fréquentes chez les hommes et qu'on relève 4 fois plus de suicides chez les hommes, pas parce qu'ils souffrent plus, mais plutôt parce qu'ils expriment cette souffrance autrement, plus tard et souvent malheureusement trop tard. Alors, ceci amène naturellement à se poser la question, les émotions sont-elles vraiment la seule chose qu'on a appris aux hommes à verrouiller? Il y a des moments qui peuvent tout changer à la vie d'un homme, et ce, presque malgré lui. Un de ces moments clés est de devenir père. On pourrait croire que l'instinct paternel est une invention moderne, un truc de nouveau papa, poussé par l'évolution des mentalités, les congés paternité et les combats égalitaires. Sauf que non. Le soin paternel est en réalité l'une des formes de parentalité les plus anciennes du règne animal. L'anthropologue Sarah Blaffer explique dans son ouvrage « Le temps des pères » que chez les poissons qui font partie de notre lignée ancestrale et qui sont les premiers vertébrés à avoir développé des comportements parentaux, le parent qui s'occupe des petits est dans 80% des cas un mâle. Le mécanisme moléculaire derrière ce soin paternel aurait alors été conservé dans nos cerveaux et passé d'ancêtre à ancêtre à travers l'évolution. L'instinct paternel ne serait donc pas un acquis culturel, mais plutôt un héritage biologique profond de plus de 400 millions d'années.
Et effectivement, on sait maintenant qu'il s'opère toute une cascade de modifications hormonales et structurelles dans le cerveau d'un papa. Dès les dernières semaines de grossesse, on observe chez le futur père une baisse progressive de la testostérone qui va chuter davantage après l'accouchement et restera basse pendant à peu près les 3 premiers mois. Une variation hormonale qui serait destinée à réduire les instincts agressifs et compétitifs de l'homme face à son petit. En parallèle, l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, augmente avec le contact physique, le peau à peau, les interactions avec le bébé. Plus le père touche, porte, joue avec son enfant, plus l'ocytocine monte, ce qui les rend plus réceptifs aux signaux du nourrisson. Il en est de même pour la prolactine, qui augmente d'environ 20% dans les premiers mois. D'ailleurs, des études montrent que les pères qui ont les taux de prolactine les plus élevés sont eux aussi ceux qui répondent le plus aux pleurs de leurs enfants. La prolactine sensibiliserait le cerveau paternel aux signaux de détresse du bébé, tout comme le cortisol qui augmente et maintient de fait un état d'alerte et de vigilance sensorielle pour la protection du nourrisson. Les travaux de Ruth Feldman de l'Université de Bar-Ilan ont montré que chez les pères impliqués dans les soins de leurs petits, il existe une activation accrue des zones qui permettent de lire les intentions, de décoder ce que l'on ressent. Le cerveau développe alors une forme d'empathie cognitive par la pratique du soin. Et cette reconfiguration s'accompagne de changements structurels, augmentation de matière grise dans les régions liées à l'attachement, à l'empathie, à la régulation émotionnelle. Et ce qui est remarquable, c'est que cette transformation dépend de la proximité que le père entretient avec son bébé. En gros, ce qui déclenche et entretient la cascade, c'est le contact physique avec le bébé, l'interaction quotidienne, les soins prodigués. Un père absent ne vivra donc pas les mêmes changements hormonaux. Feldman a même montré, en étudiant les couples homosexuels qui élèvent l'enfant sans présence maternelle donc, que les niveaux d'ocytocine chez le père primaire étaient identiques à ceux retrouvés chez la mère. Une preuve supplémentaire que ce n'est pas tant le sexe biologique qui détermine la capacité parentale, mais bien la pratique du soin. La paternité crée donc grâce à la neuroplasticité une réallocation des ressources cérébrales, moins d'instinct de compétition, plus de protection, moins d'instinct de dominance, plus d'attachement. Mais cette plasticité se heurtera à un phénomène silencieux et progressif, quand la testostérone ne baissera plus seulement pour accueillir un enfant, mais déclinera durablement. On associe souvent les variations hormonales aux femmes, et c'est vrai, mais le cerveau masculin, lui aussi, vieillit sous l'influence de ces hormones, et ça, personne n'en parle vraiment. À partir de 30-40 ans, la testostérone diminue d'environ 1 à 2% par an. Il ne s'agit pas d'une chute brutale à une date précise, mais plutôt d'une érosion progressive. On parle souvent d'andropause, un terme qui fait débat car contrairement à la ménopause, il n'y a pas d'arrêt franc total de la production d'hormones ni de la fertilité. C'est pourquoi certains préfèrent parler de déficit androgénique lié à l'âge, moins accrocheur mais plus approprié. Le problème, c'est que même progressive, cette baisse a des effets concrets sur le cerveau. D'un côté, il y a un enjeu cognitif. La testostérone joue un rôle neuroprotecteur dans l'hippocampe. Elle maintient la plasticité synaptique et protège les neurones du stress oxydatif. Quand elle diminue, la densité synaptique se réduit et avec elle, la concentration, la mémoire, la rapidité de traitement. Le cortex préfrontal est aussi touché, la mémoire de travail, la mémoire à court terme, décline alors. La capacité à jongler entre plusieurs informations réduit. C'est ce que certains décrivent comme un brouillard cognitif. Une impression d'un esprit moins vif, plus laborieux, comme si tout demandait un effort de plus. Et puis de notre côté, il y a l'humeur. La testostérone module les neurotransmetteurs responsables du bien-être, comme la sérotonine et la dopamine, ouais, encore et toujours elle. Quand la testostérone baisse durablement, la régulation émotionnelle se fragilise. Ça peut se manifester par un émoussement affectif, cette impression d'être déconnecté de ses émotions, voire détaché de son entourage. Mais aussi, par l'inverse, des sautes d'humeur brutales, une nervosité inhabituelle, une intolérance au stress. Et en toile de fond, on peut voir la motivation qui s'effrite, l'élan vital qui recule et la confiance en soi qui s'effondre sans raison apparente. D'autant que la baisse de testostérone perturbe aussi le sommeil, avec moins de sommeil profond, plus de réveil nocturne, ce qui aggrave à la fois les troubles cognitifs et l'humeur d'une part, et augmente d'autre part le risque dépressif. Ce qui est problématique, c'est que la dépression masculine ne ressemble pas à ce que la plupart des gens imaginent. Un homme dira difficilement « je suis triste », il dira « je suis crevé », il va devenir irritable, il va se replier, il va boire un peu plus le soir, il va perdre l'envie de voir ses amis, l'envie de faire des projets, etc. Et quand on additionne tout ça, le brouillard cognitif, l'irritabilité, le repli, la perte de motivation, on comprend pourquoi certains hommes, passé un certain âge, semblent changer, devenir plus distants, plus rigides, plus sombres. L'entourage pensera il a changé de caractère, mais ce n'est pas tant le caractère qui change, c'est la chimie qui se modifie.
Une chimie qu'on ne nomme pas, qu'on ne diagnostique pas toujours et qu'on confond souvent avec la fatalité de vieillir. Mais le cerveau masculin, on l'a vu, est bien plus que ce qu'on en dit. Le cerveau masculin n'est pas ce qu'on nous a raconté, ni cette machine rationnelle linéaire dénuée d'émotions, toujours prête à en découdre, qu'on nous décrit depuis des décennies. C'est un cerveau façonné par la testostérone, certes, mais pas déterminé par elle. C'est un cerveau modelé par une socialisation qui lui impose parfois une rigidité dont il peut souvent payer le prix fort. Et quand on prend du recul, on réalise à quel point ce qu'on croit savoir sur les hommes est loin de ce que la science montre réellement. La société dit que les hommes sont naturellement moins émotifs. La biologie dit qu'ils le sont tout autant. La société dit que la testostérone les rend agressifs. La biologie dit que ce n'est qu'un modulateur, pas un interrupteur. La société dit que les hommes n'ont pas d'instinct paternel. La biologie dit que cet instinct est plus ancien que la plupart de nos fonctions sociales. La société dit que les hommes doivent être forts. La biologie montre que cette injonction a un cours mesurable sur la santé mentale. Surtout que ces mécanismes cérébraux sont aussi ceux qui véhiculent un potentiel immense. La réceptivité du système de récompense est aussi ce qui alimente la curiosité, l'innovation, l'envie d'explorer, de construire. La réactivité face aux défis, c'est aussi ce qui pousse à protéger, à s'engager. Et pendant des millénaires, ces mécanismes ont servi à l'élaboration des communautés et des sociétés. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, la répartition des rôles n'avait rien d'une hiérarchie. C'était une organisation adaptative complémentaire. Les hommes allaient vers les situations les plus risquées pendant que les femmes chassaient, protégeaient, nourrissaient. Chacun mobilisait ses compétences là où elles étaient le plus utiles. Le problème, c'est quand ces rôles, qui au départ répondent à des nécessités concrètes, se sont figés, quand les sociétés se sont sédentarisées, que la propriété et l'héritage sont devenus des enjeux, quand ce qui était une fonction adaptative est devenu un jeu de pouvoir, une identité. Et la place du père, chez nous comme ailleurs, a souvent été la première à se perdre en chemin, quand les structures sociales ont cristallisé des comportements qui à la base servaient les intérêts de tous et les ont transformés en règles rigides pour les hommes comme pour les femmes. Et c'est peut-être là où se trouve la racine de beaucoup des oppositions qu'on observe aujourd'hui. La polarisation, les guerres de genre, les difficultés de couple, le chaos du dating. Et si tout ça venait, au moins en partie, du fait qu'on a construit la masculinité et la féminité sur des mythes biologiques, des a priori, des préconstruits basés sur une interprétation erronée d'une réalité biaisée. Au final, peut-être que l'essentiel, ce n'est pas de se battre pour savoir qui a le cerveau le plus performant ou le plus adapté. Peut-être que c'est plutôt d'accepter qu'on est tous, hommes et femmes, des cerveaux en mouvement, en transformation constante, et que la seule chose qui nous fige, c'est le regard qu'on porte les uns sur les autres. Avec cet épisode, on boucle la saison 2. Waouh, déjà 20 épisodes, je n'arrive pas à y croire. Mais l'aventure ne fait que commencer, puisque Neureka s'est invité à la télé. Vous pouvez me retrouver dans Toloman, la nouvelle émission Bien-être d'Outre-mer la première. Merci sincèrement à vous qui m'écoutez, qui partagez et envoyez des messages. C'est vous qui donnez vie à ce podcast. Mais on ne s'arrête pas là. Je vous donne donc rendez-vous pour la saison 3 avec des sujets pétillants. D'ici là, prenez soin de votre cerveau, car il le mérite bien. Voilà, c'est l'heure de se déconnecter. Merci en chai d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé cet épisode, si cet épisode vous a autant intrigué que fasciné, exprimez-vous en commentaire. Offrez-nous 5 étoiles et partagez autour de vous. Et puis tant qu'à faire, pour ne plus rien rater de Neureka,